J'avais 73 ans le jour où Bridget m'a dit d'aller dans ma chambre comme si j'étais une enfant. La télévision diffusait une émission de cuisine que je ne regardais pas vraiment. Juste un bruit de fond pendant que j'étais assise dans mon fauteuil inclinable. Celui que j'avais acheté il y a 30 ans, quand mon mari était encore en vie. Le tissu était usé sur les accoudoirs où mes mains reposaient toujours. Le coussin s'était moulé à mon corps après des décennies passées assises à cet endroit précis. Puis je les ai entendus, ces talons. Des clics secs contre le parquet. Clic, clic, clic. Chacun plus fort que le précédent. Mes épaules se sont tendues avant même que je ne me retourne. Je connaissais ce son. J'avais appris à le redouter au cours des 3 dernières années. Cela signifiait que Bridget arrivait. Et Bridget voulait toujours quelque chose. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, portant une de ces tenues qui coûtait plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Une blouse blanche si impeccablement repassée qu'elle aurait pu couper du papier. Un pantalon noir qui avait probablement un nom de créateur chic dont je n'avais jamais entendu parler. Ses cheveux blonds tirés en arrière si fort que ça en paraissait douloureux. Les bras croisés. Ce sourire sur son visage qui n'atteignait jamais ses yeux. « Éteins ça », dit-elle. J'ai regardé la télécommande toujours dans ma main, mon pouce reposant sur le bouton du volume comme si j'avais été sur le point de l'augmenter. « Excusez-moi », ai-je dit. « Éteins ça, Margot. » Elle s'est approchée. Son parfum m'a frappé avant elle. Quelque chose de cher. Quelque chose que mon fils Fletcher lui avait acheté avec de l'argent qu'il ne semblait jamais avoir pour autre chose. Va dans ta chambre, la vieille. C'est mon salon maintenant. Les mots flottaient dans l'air, lourds, épais, comme de la fumée qu'on ne pouvait pas chasser d'un geste de la main. Je me suis tourné vers Fletcher. Il se tenait derrière elle dans le couloir, les mains si profondément enfoncées dans ses poches que j'ai cru qu'elles allaient déchirer le tissu. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient fixés sur le sol, sur ce même parquet que j'avais refait moi-même il y a 20 ans, quand l'argent manquait pour engager de l'aide. Fletcher. Ma voix s'est brisée quand j'ai prononcé son nom, se fendant en deux comme un morceau de bois sec. Il s'est raclé la gorge, a transféré son poids d'un pied à l'autre. Ses épaules étaient voûtées vers l'avant, comme quand il avait 12 ans et qu'il avait cassé quelque chose de précieux et ne voulait pas l'admettre. Il n'a rien dit. Le sourire de Bridget s'est élargi. Ses dents étaient si blanches qu'elles en brillaient presque. Je me suis levé lentement. Mes genoux me faisaient mal, comme toujours. Cette douleur lancinante qui remontait dans mes cuisses chaque fois que je bougeais. J'avais 73 ans et mon corps me le rappelait chaque jour. J'ai éteint la télévision. La télécommande semblait lourde dans ma main, solide. J'ai eu envie de la lui jeter au visage parfait. J'ai eu envie de crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Au lieu de ça, je suis passé devant eux deux, j'ai attrapé mes clés sur le crochet près de la porte, le crochet que Fletcher avait installé quand il avait 16 ans, le crochet dont il avait été si fier parce qu'il l'avait fait lui-même, sans mon aide. J'ai quitté ma propre maison. La maison où j'avais vécu pendant 42 ans. La maison où j'avais élevé Fletcher après la mort de son père, quand le garçon n'avait que 12 ans. La maison que je lui avais cédée il y a 6 mois parce qu'il avait dit que ça aiderait pour les impôts, parce qu'il avait dit que ce n'était que de la paperasse. Parce qu'il avait dit que rien ne changerait vraiment, parce que je faisais confiance à mon fils. Je suis resté assise dans ma voiture dans l'allée pendant 10 minutes. Mes mains tremblaient sur le volant. Le cuir était froid sous mes paumes, même si c'était en juillet et que le soleil tapait sur le toit. J'ai regardé ma maison, la peinture blanche que j'avais choisie, la porte rouge que j'avais repeinte tous les 5 ans, les parterres de fleurs que j'avais plantées de mes propres mains. Puis je suis parti. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre de motel qui sentait la cigarette et l'eau de Javel. Le genre d'endroit où l'on ne regarde pas de trop près le couvre-lit et où l'on garde ses chaussures, même à l'intérieur. Le lit était dur. Les murs étaient fins. J'entendais un couple se disputer à côté. Leur voix était étouffée mais en colère. Des mots que je ne pouvais pas distinguer, mais des tons que je comprenais parfaitement. Je suis resté là, à regarder le plafond en crépi, à compter les bosses, à observer les ombres des lumières du parking danser sur la peinture craquelée, me demandant comment ma vie en était arrivée à ce moment précis. Fletcher avait toujours été un bon garçon, un peu mou, peut-être, un peu trop désireux de plaire, mais bon. Quand son père est mort, Fletcher a pleuré pendant des semaines. Il avait 12 ans, et tout son monde s'était effondré. Je le tenais dans mes bras chaque nuit pendant qu'il sanglotait sur mon épaule.
Ses larmes traversaient ma chemise de nuit. Son petit corps tremblait contre le mien. Tout ira bien, lui ai-je répété encore et encore, nuit après nuit, juste nous deux. Nous irons bien. Et nous allions bien. Plus que bien. J'ai travaillé à 2 emplois pour nous garder dans cette maison. Serveuse le jour où Martha dînait, femme de ménage dans des bureaux la nuit quand Fletcher dormait. Je rentrais à 2 heures du matin, sentant les poubelles des autres et le nettoyant pour sol au citron. Mes pieds me faisaient mal. Mon dos hurlait. Mais Fletcher n'a jamais manqué de rien. Il avait de nouveaux vêtements chaque année scolaire. Il avait de l'argent pour le déjeuner. Il avait de l'argent pour les sorties scolaires et les photos de classe et cette calculatrice graphique chère dont il avait besoin pour l'algèbre. Quand il a voulu rejoindre le club de robotique, j'ai pris des quarts de travail supplémentaires pour payer les frais. Je l'ai mis à l'université, une université d'État, mais quand même 4 ans de frais de scolarité et de livres et cette minuscule chambre de dortoir qui coûtait plus cher par mois que mon hypothèque. Je mangeais du riz et des haricots pour le dîner pour que Fletcher puisse avoir le plan repas. J'ai porté le même manteau d'hiver pendant 8 ans pour qu'il puisse avoir un ordinateur portable décent. Quand il a obtenu son diplôme, j'ai pleuré. Assise sur ces gradins inconfortables sous le soleil brûlant, portant ma plus belle robe, celle que je gardais pour les mariages et les funérailles. Je l'ai regardé traverser cette scène en toge et en mortier. Je l'ai regardé accepter ce diplôme pour lequel j'avais tout sacrifié. Il a obtenu son premier vrai travail 2 mois plus tard. Développement de logiciels pour une entreprise de technologie en ville. Bon salaire, meilleur que tout ce que j'avais jamais gagné dans ma vie. Il s'est acheté une montre chère pour célébrer. Me l'a montré comme un petit garçon exhibant un nouveau jouet. J'étais si fier que j'ai encore pleuré. Tu l'as fait, mon bébé. Tu l'as vraiment fait. Il m'a serré fort dans ses bras comme il le faisait quand il était petit. On l'a fait, maman. Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. C'était il y a 3 ans et demi. À l'époque où Fletcher me regardait encore dans les yeux. À l'époque où il me serrait encore dans ses bras comme s'il le pensait. Avant Bridget. Tout était parfait. Jusqu'au jour où il est entré dans ma cuisine avec elle. Maman, a-t-il dit. Et sa voix avait ce ton, cette excitation nerveuse, ce son qui signifiait que quelque chose de grand se passait. C'est Bridget. Bridget, voici ma mère, Margot. Elle était belle. Je lui accorderai ça. Belle de cette manière calculée que certaines femmes ont. Chaque cheveu en place, chaque vêtement parfaitement assorti, un maquillage si expertement appliqué qu'on aurait dit qu'elle n'en portait pas du tout. Elle m'a souri, a tendu la main. Ses ongles étaient peints d'un rose tendre et semblaient n'avoir jamais touché un plat ni frotté un sol. C'est si agréable de vous rencontrer enfin, Madame Whitmore. Fletcher m'a tellement parlé de vous. Je lui ai serré la main. Sa poignée était ferme. Sa peau était douce, mais je regardais ses yeux. La façon dont il se déplaçait dans ma cuisine, observant les vieux appareils électroménagers, le carrelage ébréché, les rideaux que j'avais fait moi-même il y a 20 ans parce que ceux du magasin étaient trop chers. Elle regardait tout comme si elle faisait l'inventaire, comme si elle calculait la valeur et la trouvait insuffisante. Fletcher n'a pas remarqué. Il était trop occupé à la regarder comme si elle avait suspendu la lune et les étoiles juste pour lui. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. 6 mois entre ce premier jour dans ma cuisine et un mariage qui a coûté plus cher que ma voiture. Bridget voulait tout en grand, tout en cher, tout en parfait. 20 000 $ de fleurs qui mouraient en une semaine. Un photographe qui facturait à l'heure. Une robe qu'elle porterait une fois puis rangerait dans une boîte. Une réception dans un hôtel chic avec un menu que je ne pouvais même pas prononcer. J'ai proposé d'aider à payer. Fletcher a dit non. A dit qu'il s'en occuperait. A dit que les parents de Bridget couvraient la plupart des frais de toute façon. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs à ce moment-là. J'aurais dû faire attention à la rapidité avec laquelle tout s'est passé. Comment Bridget prenait toutes les décisions et Fletcher se contentait d'acquiescer. Comment elle parlait de leur avenir comme s'il était déjà écrit et qu'il n'était qu'un personnage de son histoire. Mais je ne l'ai pas vu. Ou peut-être que si et que je ne voulais tout simplement pas y croire. 2 semaines après le mariage, ils ont emménagé dans ma maison, juste temporairement, a dit Fletcher. Nous étions dans l'allée. Il portait des cartons du camion Hull. Bridget lui indiquait où mettre les choses comme un général commandant des troupes. Juste le temps d'économiser pour notre propre logement,
peut-être 6 mois, 1 an au plus. C'était il y a 3 ans. Ils n'ont jamais économisé. Ils ne sont jamais partis. Au début, c'était de petites choses, faciles à ignorer, faciles à rejeter. Bridget a réarrangé mes armoires de cuisine la 2e semaine. Je suis descendu un matin et tout était différent. Mes tasses à café étaient là où se trouvaient les assiettes. Mes épices étaient dans un placard complètement différent. Les casseroles et les poêles que j'avais utilisés pendant 40 ans étaient poussés dans les coins arrière comme si elles étaient punies. J'ai réorganisé, a-t-elle dit quand j'ai demandé. Elle buvait du café dans l'une de mes tasses, debout dans ma cuisine, souriant comme si elle m'avait rendu service. C'est plus logique, plus efficace. Vous vous y habituerez. Je voulais tout remettre en place. Je voulais récupérer mon propre espace, mais Fletcher était là, regardant, espérant. Merci, Bridget, me suis-je entendu dire. C'est attentionné. Puis sont venus les coussins. Bridget a acheté de nouveaux coussins pour le canapé. Des couleurs vives que je n'aurais jamais choisies. Des motifs qui me faisaient mal aux yeux. Elle a jeté mes anciens. Ceux que j'avais depuis 15 ans. Ceux qui étaient usés et confortables et à moi. Ceux-ci sont tellement mieux, a-t-elle dit en les tapotant, en les arrangeant juste comme il faut. Vous ne trouvez pas? Ça rafraîchit vraiment l'espace. Mon espace qu'elle rafraîchissait. Elle a suggéré que je pourrais vouloir peindre ma chambre. M'a apporté des échantillons de couleurs. Des bleus doux et des gris tendres. C'est très apaisant, a-t-elle dit. Bien mieux que ce jaune. Le jaune est tellement démodé. J'aimais le jaune. Mon mari avait peint cette chambre en jaune l'année avant sa mort parce que je lui avais dit que ça me rendait heureuse. C'était le dernier projet que nous avions fait ensemble, mais je l'ai peint en gris. Le gris de Bridget, parce que Fletcher me l'avait demandé, parce qu'il avait dit que ça rendrait tout le monde heureux, parce que j'étais trop fatigué pour me battre. Puis les suggestions sont devenues des exigences. Ma salle de bain est devenue la salle de bain des invités parce que Bridget avait besoin de la suite parentale. Elle avait besoin de plus d'espace, de la meilleure douche, de la double vasque. J'ai déplacé mes affaires dans la salle de bain du couloir, la petite avec la douche qui n'était jamais assez chaude, et le miroir qui était toujours embué. Mon fauteuil préféré dans le salon est devenu le coin lecture de Bridget. Le fauteuil inclinable dans lequel je m'étais assise pendant 3 décennies. Elle a acheté une couverture pour lui, l'a appelé le sien. S'y asseyait chaque soir avec son ordinateur portable, son vin et son téléphone. Je m'asseyais sur le canapé, celui qui n'était pas aussi confortable, celui où les ressorts sortaient si on s'asseyait au mauvais endroit. Mon club de lecture du mardi soir est devenu trop bruyant et perturbateur. Nous nous réunissions chez moi depuis 12 ans, les 6 mêmes femmes. Nous avions lu ensemble à travers des divorces, des décès et des diagnostics. Nous avions ri, pleuré et mangé trop de biscuits. Pensez-vous que vous pourriez vous réunir ailleurs, a demandé Bridget. Pas vraiment demandé. Ordonné. Le mardi, c'est quand je fais ma méditation et le bruit perturbe vraiment mon énergie. Nous avons commencé à nous réunir chez Linda. Linda qui vivait dans un minuscule appartement et devait déplacer sa table de salle à manger pour nous faire de la place. Les femmes ont été gentilles à ce sujet. Ne se sont pas plaintes, mais j'ai vu les questions dans leurs yeux. Fletcher n'a rien dit. Chaque fois que j'essayais de lui parler seul, vraiment parler, il soupirait. Il se passait la main dans les cheveux, il me regardait avec des yeux fatigués et disait « Maman, peux-tu juste essayer de t'entendre avec elle ? C'est ma femme. C'est difficile pour elle aussi. Comme si j'étais le problème. Comme si j'étais celle qui rendait tout difficile. Comme si j'étais un fardeau qu'ils autorisaient généreusement à exister dans ce qui était autrefois ma propre maison. » Il y a 6 mois, Bridget a abordé le sujet de la maison pendant le dîner. Nous mangions des spaghettis. Ma recette, celle que Fletcher aimait depuis qu'il avait 5 ans. Bridget avait poussé les nouilles dans son assiette sans vraiment manger. Trop de glucides, avait-elle dit. Vous savez, Margot, a-t-elle dit en posant sa fourchette, en joignant les mains, me regardant avec ses yeux calculateurs. Avec la saison des impôts qui approche, il serait peut-être judicieux de transférer la maison à Fletcher. Vous continueriez à vivre ici, évidemment. Rien ne changerait vraiment, mais cela ferait économiser de l'argent à tout le monde à long terme. Fletcher a hoché la tête, a continué à manger. N'a pas levé les yeux de son assiette. Ce n'est que de la paperasse, maman.
Une planification financière intelligente. Mon comptable l'a suggéré. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, cet homme pour qui j'avais tout sacrifié. Il continuait de manger des spaghettis comme si c'était juste une conversation de dîner décontracté, comme si nous discutions de la météo ou de ce qu'il fallait regarder à la télévision. Je ne sais pas, ai-je dit. Ma gorge était serrée. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Ça nous aiderait vraiment, a interrompu Fletcher, me regardant enfin. Pour nos impôts, pour notre avenir. Nous essayons de construire quelque chose ici, maman. D'être intelligent avec nos finances. Bridget a souri, a tendu la main et a serré celle de Fletcher. Nous voulons juste que tout le monde en profite, y compris vous, Margot. C'est bon pour toute la famille. J'étais fatigué. Si fatigué de me battre tous les jours. Fatigué de marcher sur des œufs dans ma propre maison. Fatigué de me sentir comme une gêne, un fardeau, un obstacle à leur bonheur. J'ai signé les papiers. 3 jours plus tard, le comptable de Fletcher est venu à la maison avec un dossier plein de documents. Il a expliqué les choses de cette manière rapide que les professionnels ont quand ils supposent que vous ne comprendrez pas de toute façon. Des mots comme « protection des actifs »,« avantages fiscaux » et « planification successorale ». J'ai signé. Fletcher a été témoin. Le comptable a notarié. Tout était légal, tout était contraignant, tout était définitif. Rien ne va changer, maman, a dit Fletcher après le départ du comptable. Il m'a serré dans ses bras, rapidement et maladroitement. Tu vivras toujours ici. C'est toujours ta maison. Mais tout a changé. En un mois, Bridget a cessé de faire semblant de demander la permission. Elle a redécoré tout le rez-de-chaussée, a engagé des gens pour venir arracher mes rideaux, remplacer mes meubles, peindre des murs que je n'avais jamais accepté de changer. Je suis rentré des courses un jour, et mon salon ressemblait à une page de magazine. Rien de familier, rien à moi. Surprise, a dit Bridget, debout au milieu de tout cela comme une reine inspectant son royaume. Elle invitait ses amis sans me le dire. Je descendais en robe de chambre et trouvais des inconnus dans ma cuisine. Des femmes avec des sacs à main chers et des rires bruyants. Elles me regardaient comme si j'étais la domestique, comme si j'étais censé leur apporter du café puis disparaître. Bridget a commencé à appeler la maison, la nôtre, au lieu de, celle de Margot. A commencé à prendre des décisions sans demander. A commencé à agir comme si j'étais une invitée qui avait abusé de son hospitalité. Et Fletcher continuait de regarder le sol. Continuait d'éviter mes yeux. Continuait de faire semblant de ne pas remarquer ce qui se passait juste devant lui, jusqu'à hier. Jusqu'à ce que ses talons claquent sur le sol et que Bridget me dise d'aller dans ma chambre et que Fletcher ne dise rien. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison. J'avais besoin de vêtements. J'avais besoin de mes médicaments. J'avais besoin de mes lunettes, de mon chargeur de téléphone et de la photo de mon mari que je gardais sur ma table de chevet. J'avais besoin de savoir ce qui allait suivre. Ma clé n'a pas fonctionné. Je me tenais sur le Porsche, mon Porsche, le Porsche que j'avais balayé 1000 fois, et j'ai secoué la serrure comme une idiote. J'ai enfoncé la clé, les retiré, les essayé à l'envers, à l'endroit, les essayé encore et encore, comme si la serrure allait soudainement se souvenir de moi et me laisser entrer. Rien. J'ai sonné, j'ai appuyé 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai entendu le carillon résonner dans la maison. Ma maison. La maison où j'avais vécu pendant 42 ans. Bridget a répondu en pantalon de yoga et débardeur. Les cheveux en chignon décoiffés qui avaient probablement pris 20 minutes à paraître aussi décontractés. Une tasse de café à la main. Une de mes tasses, la bleue avec l'éclat sur l'anse que j'utilisais chaque matin depuis 15 ans. Oh, a-t-elle dit comme si elle avait oublié que j'existais. Comme si j'étais une vendeuse à domicile qu'elle n'avait pas commandée. Margot, que veux-tu? J'habite ici. Ma voix est sortie stable, mais mes mains tremblaient. Je les ai fourrées dans ma poche pour qu'elle ne les voie pas, j'ai besoin de récupérer mes affaires. Bridget a pris une gorgée de café. Lente, délibérée. M'a laissé là, à attendre. En fait, nous avons changé les serrures pour des raisons de sécurité. Sécurité. Je n'ai même pas pu finir la phrase. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. C'est ma maison. Pas légalement. Elle a souri. Ce même sourire. Ce sourire qui était sur son visage depuis le tout début.
Celui que j'avais été trop stupide pour reconnaître comme dangereux. Vérifie l'acte, ma chérie. Fletcher est le propriétaire de cette maison. Et Fletcher est d'accord pour qu'il soit probablement préférable que tu trouves un autre endroit où vivre. Tu as été difficile ces derniers temps, créant des tensions, rendant les choses inconfortables pour tout le monde. La porte s'est refermée juste devant mon nez. J'ai entendu la serrure claquer. J'ai entendu ses talons s'éloigner. J'ai entendu la télévision s'allumer. Cette même télévision que je regardais hier avant que tout mon monde ne s'effondre. Je suis resté là pendant un long moment. Je ne sais pas combien de temps. Le temps semblait étrange, étiré et comprimé tout à la fois. Je pouvais entendre du mouvement à l'intérieur, des pas, de l'eau qui coulait, la vie qui continuait sans moi comme si je n'avais jamais existé. J'ai appelé Fletcher 17 fois. Chaque appel est allé à la messagerie vocale, sa voix joyeuse et professionnelle. Salut, c'est Fletcher. Je ne peux pas répondre au téléphone pour le moment. Laissez un message. J'ai laissé des messages, suppliant au début. Fletcher, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler. Je suis ta mère. Puis en colère. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu la laisser faire ça? Puis confuse. Je ne comprends pas, dis-moi juste ce que j'ai fait de mal. Dis-moi comment réparer ça. Rien. J'ai envoyé des textos, mes doigts tremblant si fort que je devais retaper chaque mot 3 fois. S'il te plaît, réponds. J'ai besoin de mes affaires. Où suis-je censé aller? Je suis ta mère. S'il te plaît. Rien. Je suis retourné au motel. Ce même motel qui sentait la cigarette et l'échec. La femme à la réception m'a regardé quand je suis entré, m'a vraiment regardé, a vu quelque chose sur mon visage qui a adouci sa propre expression. La chambre 12 est disponible, a-t-elle dit. Calme, du genre. Même tarif que la nuit dernière. J'ai payé en espèces, comptant les billets avec des mains tremblantes. J'ai pris la clé qui n'était pas vraiment une clé, mais une carte en plastique. J'ai descendu le couloir extérieur jusqu'à la chambre 12. Même plafond en crépi, même mur fin, même lit dur. Je me suis assise sur le couvre-lit rêche et j'ai fait le point sur ma vie. Mon sac à main contenait $234, 3 billets de 20, 7 de 10, 2 de 5 et 4 de 1. De la monnaie au fond que je n'ai pas pris la peine de compter. Assez pour peut-être 3 nuits de plus dans ce motel si je ne mangeais pas beaucoup. J'ai vérifié mon compte en banque sur mon téléphone. Mes mains étaient plus stables maintenant. Le fait de voir les chiffres m'a calmé. A rendu tout cela plus réel d'une manière que ça ne l'avait pas été auparavant. Le compte était presque vide. J'avais $312. J'avais plus de $30 000 il y a 3 mois. De l'argent que j'avais économisé de ma sécurité sociale. De l'argent que j'avais économisé de l'assurance vie de mon mari. De l'argent que j'avais économisé pour les urgences, pour les frais médicaux, pour l'avenir que je pensais avoir. J'ai fait défiler les transactions. Mes mains ne tremblaient plus du tout maintenant. Tout semblait très clair, très net. Virements automatiques. Petit montant. 2 cents ici, 5 cents là. Rien d'énorme. Rien que je n'ai remarqué quand ils se sont produits. De petites bouchées prises sur mon compte au cours des 2 derniers mois. Des montants qui, maintenant, s'additionnaient à tout. Les virements allaient à un compte que je ne reconnaissais pas. Une série de chiffres qui ne signifiaient rien pour moi. Mais je savais. Je savais. J'ai appelé la banque. J'ai attendu 12 minutes en écoutant des versions instrumentales de chansons que je reconnaissais vaguement. J'ai finalement eu un être humain. Une femme nommée Sandra avec une voix fatiguée. J'ai besoin de savoir à propos de ces virements, ai-je dit. Je lui ai donné mon numéro de compte. Mon numéro de sécurité sociale. J'ai prouvé que j'étais bien celle que je disais être. Sandra a fait des bruits de frappe, des clics. Ce sont des virements autorisés à un titulaire de compte joint, Fletcher Whitmore. Il est sur votre compte depuis 2007. 2007. Quand Fletcher était à l'université, quand je l'avais ajouté juste au cas où quelque chose m'arriverait, juste au cas où il y aurait une urgence et qu'il aurait besoin d'accéder à de l'argent pour les frais de scolarité, les livres ou la nourriture, il y a 18 ans. Il y avait accès depuis 18 ans et j'avais oublié, complètement oublié. Puis-je le retirer? Ma voix semblait lointaine,
comme si quelqu'un d'autre posait la question. Je suis désolé, Madame Whitmore, passant sa signature. Les titulaires de comptes joints ont des droits égaux, mais vous pouvez fermer le compte et en ouvrir un nouveau. Cela nécessiterait que vous veniez en personne avec une pièce d'identité. J'ai remercié Sandra, j'ai raccroché, je suis restée assise là dans la chambre de motel LED avec mon téléphone sur mes genoux. Mon fils m'avait volé, avait vidé mon compte assez lentement pour que je ne m'en rende compte que trop tard, avait pris l'argent que j'avais économisé des pourboires de serveuse, des quarts de nuit et des années à manger du riz et des haricots pour qu'il puisse aller à l'université, avait laissé sa femme me jeter hors de ma maison, avait changé les serrures, avait ignoré 17 appels de sa propre mère. J'ai ri. Ça a commencé comme un petit son dans ma poitrine et a grandi jusqu'à ce que je sois plié en deux sur le lit, riant si fort que des larmes coulaient sur mon visage, riant parce que l'alternative était de crier et je n'avais pas l'énergie de crier. Mon petit garçon. L'enfant que j'avais tenu pendant qu'il pleurait. L'enfant pour qui j'avais tout sacrifié. L'enfant qui m'avait serré dans ses bras à sa remise de diplôme et avait dit « On l'a fait, maman », comme si nous étions une équipe. Cet enfant m'avait trahi de toutes les manières possibles. Le lendemain, j'étais assise sur le parking du motel, essayant de décider de la suite. J'avais $300. Pas de maison, pas de famille, pas de plan. J'avais 73 ans et je n'avais rien. Une berline noire s'est garée à côté de ma voiture. Cher. Le genre de voiture qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Le genre de voiture qui semblait déplacée sur ce parking de motel avec son goudron fissuré et ses lignes de peinture délavées. Un homme en est sorti. La cinquantaine, cheveux gris, costume parfaitement coupé qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Il portait une mallette en cuir, du genre que les avocats portent dans les films. Il s'est dirigé vers ma voiture, direct, déterminé, comme s'il savait exactement qui j'étais. J'ai baissé ma vitre à moitié, gardant le moteur en marche. « Je peux vous aider ? Margot Whitmore ?» Sa voix était professionnelle, douce, la voix de quelqu'un habitué à livrer des informations importantes. « Qui demande ? Je m'appelle Vincent Hollet. Je suis avocat. J'essaie de vous joindre depuis plusieurs mois, mais votre numéro de téléphone n'est plus en service. J'avais oublié ça. Fletcher payait ma facture de téléphone portable. L'avait payé pendant des années parce qu'il disait que c'était plus facile. Une chose de moins dont je devais me soucier. Apparemment, il l'avait annulé après m'avoir mise à la porte. Une autre corde coupée. Que voulez-vous, ai-je demandé. Pas amical. Pas inamical. Juste fatigué. Vincent semblait mal à l'aise, a changé la mallette de main, a jeté un coup d'œil au motel derrière moi. Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler en privé? C'est plutôt sensible. Nous avons fini dans un restaurant à 2 rues de là. Le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle craquelé et des menus plastifiés collants de vieux sirops. Vincent a commandé un café. Noir. J'ai commandé du pain grillé que je ne pouvais pas vraiment me permettre mais que j'étais trop fier pour l'admettre. Madame Whitmore, a commencé Vincent. Il a sorti des papiers de sa mallette. Du papier cher, du genre qui semblait lourd. Je représente la succession de Cordelia Worth. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? J'ai essayé de réfléchir. Cordelia. Le nom m'était familier de cette manière lointaine que les vieux souveniront. Comme une chanson que vous avez entendue une fois il y a des années et que vous ne pouvez pas tout à fait situer. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être. C'était la cousine de votre mère. Une cousine au 2e degré, en fait. Elle a vécu dans le Vermont la majeure partie de sa vie, ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant. Elle est décédée il y a 6 mois. Alors je me suis souvenu, vaguement, de Cordelia, une vieille femme que j'avais rencontrée peut-être 2 fois. Une fois aux funérailles de ma mère, une fois à d'autres funérailles de famille que je ne pouvais pas me rappeler. Elle m'avait envoyé une carte à la mort de mon mari. Une simple carte avec une note manuscrite disant qu'elle était désolée pour ma perte. Je lui avais renvoyé une carte de remerciement. C'était il y a 19 ans. Je n'y avais pas pensé depuis. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit. Le pain grillé est arrivé. Je l'ai regardé, me demandant si je pouvais manger. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici. Vincent a glissé un document sur la table. Sur la surface collante, juste à travers une petite flaque de café renversée que la serveuse avait manquée. Cordelia ne s'est jamais mariée,
n'a jamais eu d'enfant. Dans son testament, elle vous a laissé toute sa succession. Vous étiez la seule famille qui lui restait. J'ai essayé de vous en informer depuis des mois, mais votre fils n'arrêtait pas de dire que vous n'étiez pas disponible. Mes mains sont devenues engourdies, complètement engourdies, comme si elles n'étaient plus attachées à mon corps. J'ai baissé les yeux sur le document, sur les chiffres imprimés là, en noir et blanc. 2 300 000 $. Je l'ai lu 3 fois, 4 fois. Les chiffres n'ont pas changé. Ne se sont pas réarrangés en quelque chose qui avait du sens. Ça ne peut pas être réel, ai-je murmuré. Vincent a sorti d'autres papiers, des relevés bancaires, des dossiers d'investissement, des titres de propriété, tout était officiel, tout était estampillé, notarié et légal. Il y a plus, a-t-il dit. Sa voix était calme maintenant, presque douce. La maison dans le Vermont, nous l'avons vendue le mois dernier. Le produit de la vente est inclus dans ce total. Il y a aussi quelques investissements, des obligations, des actions, rien d'énorme, mais tout est légitime, tout est déjà transféré à votre nom. Cela s'est produit il y a 6 mois, Madame Whitmore, juste après le décès de Cordelia. Il y a 6 mois, à peu près au moment où Fletcher m'avait demandé de céder la maison. À peu près au moment où Bridget avait commencé à être encore plus agressive. À peu près au moment où tout s'était effondré. Il y a autre chose, a dit Vincent. Il avait l'air mal à l'aise maintenant. Vraiment mal à l'aise. Votre fils m'a contacté il y a 3 semaines. Il a dit que vous lui aviez donné une procuration en raison d'une santé mentale déclinante. Il voulait discuter du transfert de l'héritage à son nom. À des fins de gestion, a-t-il dit, vous n'étiez pas capable de gérer ce genre d'argent. Le pain grillé s'est transformé en poussière dans ma bouche. Je ne pouvais pas avaler, ne pouvais pas respirer, ne pouvais pas bouger. Je lui ai dit que je devais d'abord vous rencontrer directement, a poursuivi Vincent, que c'était requis par la loi, que je ne pouvais pas discuter de vos affaires avec qui que ce soit d'autre, procuration ou non, sans vous parler personnellement. Il est devenu assez insistant, assez en colère, en fait, a dit que je faisais perdre du temps à tout le monde, que vous étiez confus et que vous ne vous souviendriez peut-être même pas qui j'étais. Vincent s'est penché en avant. Ses yeux étaient gentils, vifs, mais gentils. C'est pourquoi je suis venu vous chercher, Madame Whitmore. Quelque chose ne me semblait pas juste. Et puis, quand j'ai vu que vous appeliez d'un motel, que votre téléphone avait été déconnecté, que vous n'étiez plus à votre adresse indiquée. Eh bien, je devais vous trouver. Je suis restée assise là, dans cette banquette de restaurant, des papiers éparpillés devant moi, des chiffres qui signifiaient tout et rien. Et j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de peur, quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui ressemblait à de la rage, du soulagement et de la reconnaissance, tout mélangé. Quelque chose qui ressemblait à un réveil après un très long sommeil. Fletcher savait depuis le début. Il savait que j'allais hériter de l'argent. Le savait depuis des mois. Le savait et avait comploté et planifié. Le transfert de la maison n'était pas une question d'impôt. L'accès au compte bancaire n'avait pas été oublié. L'escalade soudaine de Bridget n'avait pas été aléatoire. Tout avait été planifié, coordonné, conçu pour me piéger. Mon fils, le garçon que j'avais élevé seul. Le garçon pour qui j'avais sacrifié toute ma vie, avait comploté pour me voler. Madame Whitmore. La voix de Vincent a traversé mes pensées. Est-ce que ça va? J'ai essuyé mes yeux, redressé mes épaules, senti quelque chose de dur et de certain s'installer dans ma poitrine. Je vais bien. Qu'est-ce que je dois signer? Nous avons passé 2 heures dans ce restaurant. Vincent m'a tout expliqué. L'héritage était à moi, légalement protégé, intouchable. Fletcher n'y avait aucun droit, aucun accès, absolument rien. Mais ma maison d'origine, c'était la sienne maintenant. Le transfert de l'acte était légal, contraignant. Je l'avais signé de mon plein gré. Il n'y avait pas de fraude là-dedans. Cette maison appartenait à Fletcher. Cependant, a dit Vincent, tapotant son stylo cher contre sa tasse de café, il pourrait y avoir d'autres options. Les lois sur la maltraitance des personnes âgées, les statuts sur l'exploitation financière, si vous vouliez engager des poursuites judiciaires pour le drainage du compte bancaire, pour la coercition, pour les circonstances de votre expulsion de la maison. Non, ai-je dit. Le mot est sorti dur. Final. Vincent a semblé surpris.
Ses sourcils se sont levés. Madame Whitmore, ce que votre fils a fait, ce qu'ils ont tous les deux fait, est potentiellement criminel. Vous pourriez. Je sais ce qu'il a fait. J'ai plié les papiers soigneusement. Précisément. Je les ai glissés dans mon sac à main. Le même sac à main que je portais depuis 8 ans parce que je ne pouvais pas m'en offrir un nouveau. Mais je ne veux pas engager de poursuite judiciaire. Pas encore. J'ai une meilleure idée. Vincent m'a étudié un long moment. Puis il a souri. Un petit sourire entendu. J'ai passé la semaine suivante dans un hôtel, un bel hôtel cette fois. Drap propre, oreiller moelleux, service en chambre que je pouvais vraiment me permettre. J'ai rencontré Vincent chaque matin dans le restaurant de l'hôtel. Nous avons ouvert de nouveaux comptes bancaires auxquels seul moi pouvais accéder. Nous avons mis en place des investissements. Nous avons fait des plans. J'ai également engagé quelqu'un d'autre. Une femme que Vincent a recommandée, Raquel Torres, détective privée. Petite femme aux yeux vifs et aux mouvements efficaces. Elle portait un jean et un blazer et ressemblait à quelqu'un qui ne manquerait rien. J'ai besoin de tout savoir, lui ai-je dit lors de notre première rencontre. Tout sur Fletcher et Bridget, leurs finances, leur communication, leurs plans, tout. Raquel n'a pas demandé pourquoi, n'a pas jugé, a simplement hoché la tête et m'a donné un prix inférieur à ce à quoi je m'attendais. J'aurai des informations préliminaires dans 3 jours. Elle les a eues en 2. Le dossier qu'elle m'a donné faisait 5 cm d'épaisseur, maintenu par un élastique, rempli de papier, de photos et de mes imprimés qui ont fait trembler mes mains quand je les ai lus. Les finances de Fletcher et Bridget étaient un désastre. Des dettes de cartes de crédit de plus de 60 000 $. Des avis de recouvrement pour des factures qu'ils n'avaient pas payées. Des avertissements de retard de paiement s'empilant comme des feuilles mortes. La maison, ma maison, avait une deuxième hypothèque, contractée 2 mois après le transfert. Fletcher avait emprunté sur la valeur nette, 40 000 $. Les paiements étaient déjà en retard. Ils se noyaient, coulaient, étaient désespérés. La carrière marketing de Bridget était un mensonge. Elle avait un compte Instagram avec 1200 abonnés, principalement des robots. Elle gagnait peut-être 300 $ par mois grâce à des parrainages aléatoires, des sociétés de protéines en poudre, des marques de leggings, rien de substantiel, rien de réel. Fletcher avait emprunté de l'argent à son entreprise. De petites sommes au début, 5 cents ici, 1000 là, mais ça avait augmenté, escaladé. Il avait falsifié des signatures, approuvé des paiements à de faux fournisseurs, truqué les livres d'une manière que Raquel a qualifiée d'évidente pour quiconque y regardait de près. Son entreprise était sur le point de regarder de près. Un audit était prévu pour le mois prochain. Fletcher était sur le point d'être renvoyé, peut-être arrêté. Ils avaient besoin de mon héritage. En avaient désespérément besoin. Ce n'était pas de la cupidité. C'était de la survie. Ils s'étaient ensevelis sous les dettes, et mon argent était leur seule issue. Mais Raquel a trouvé autre chose. Quelque chose qui a tout clarifié. Quelque chose qui a transformé mon chagrin en quelque chose de plus dur, de plus froid. Les emails. Fletcher et Bridget planifiaient cela depuis plus d'1 an. Bien avant la mort de Cordelia, bien avant même l'existence de l'héritage. Ils cherchaient des moyens de me faire déclarer incompétente. Des moyens de prendre le contrôle de mes biens. Des moyens de me mettre dans une maison de retraite. Elle est si pathétique, avait écrit Bridget à Fletcher en avril dernier. Toujours si désespérée de ton approbation. On pourrait lui dire de sauter d'un pont et elle demanderait à quelle hauteur. L'affaire signée pour la maison sera facile, avait répondu Fletcher avec un émoji rieur. Ma mère a toujours été une mauviette. Elle fera tout ce que je lui demanderai. Elle l'a toujours fait. Un autre email de Bridget en juin. Une fois que nous aurons la maison, nous devrons trouver comment accéder à l'argent qu'elle a. Elle n'aura pas besoin de beaucoup si elle est dans une maison de toute façon. Et si elle ne veut pas y aller de son plein gré, nous pouvons toujours demander l'incompétence. Elle est vieille. Elle oublie des choses. Ce ne serait pas difficile à prouver. J'ai lu ces emails 3 fois, 4 fois, 5 fois. Chaque fois, j'ai senti quelque chose changer en moi, se durcir, se calcifier en quelque chose qui ne pouvait pas être brisé. Mon fils ne m'avait jamais aimé, ou s'il l'avait fait, cet amour était mort il y a si longtemps que je ne pouvais pas me souvenir quand. Je m'étais trompé, voyant ce que je voulais voir, une mère dévouée et un fils reconnaissant,
alors qu'en réalité je n'avais été qu'une ressource à exploiter. 2 semaines après que Vincent m'a trouvé sur ce parking, je suis retourné à mon ancienne maison. Je n'ai pas essayé d'entrer, je ne suis même pas sorti de la voiture. Je me suis juste garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Fletcher est sorti le premier, à 10 heures du matin un mardi. Il aurait dû être au travail. Il avait l'air terrible, épuisé, inquiet. Il avait pris au moins 10 kilos. Sa chemise ne lui allait pas bien. Ses cheveux avaient besoin d'une coupe. Son visage était pâle et en sueur, même s'il ne faisait pas si chaud. Il est monté dans sa voiture sans regarder autour de lui. Il est parti vite. Trop vite pour une rue résidentielle. Bridget est partie 1 heure plus tard. Elle avait l'air parfaite, comme toujours. Les cheveux faits, le maquillage impeccable, un jean moulant et des talons. Elle a fermé la porte à clé, a vérifié son reflet dans la fenêtre de devant, a ajusté ses cheveux, a marché jusqu'à sa voiture comme si elle possédait le monde. J'ai attendu 30 minutes après son départ, m'assurant qu'ils étaient vraiment partis, m'assurant que personne ne revenait. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro que Raquel m'avait donné, celui que je portais sur moi depuis 3 jours, celui que j'avais regardé 100 fois sans le composer. C'est Margot Whitmore, ai-je dit quand quelqu'un a répondu. Ma voix était stable. Je voudrais signaler une maltraitance financière envers une personne âgée. Tout s'est déroulé rapidement après ça, plus vite que je ne l'avais prévu, plus vite que je ne m'y étais préparé. Des rapports de police, des déclarations détaillées, des relevés bancaires montrant les virements non autorisés, des emails montrant la préméditation, des preuves de coercition, des preuves de fraude, des preuves d'exploitation. La police a pris l'affaire au sérieux, a assigné un détective, une jeune femme nommée Chen, spécialisée dans les cas de maltraitance envers les personnes âgées. Elle a posé des questions prudentes, a pris des notes détaillées, m'a dit que cela arrivait plus souvent qu'on ne le pensait, que les membres de la famille étaient souvent les pires délinquants. L'entreprise de Fletcher a lancé sa propre enquête lorsque la police les a contactés. Ils ont immédiatement trouvé les irrégularités. Ils ont trouvé les signatures falsifiées, les faux fournisseurs et l'argent manquant. Ils ont suspendu Fletcher en attendant les résultats de leur audit. La société de la deuxième hypothèque a entamé une procédure de saisie sur la maison. Lorsque les paiements ont cessé d'arriver, Fletcher avait apparemment utilisé l'argent détourné pour effectuer les paiements. Lorsque cela a cessé, tout s'est effondré. Je ne suis pas allé à l'arrestation de Fletcher. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas être là. Mais Raquel m'a envoyé des photos, les a envoyées par SMS sur mon nouveau téléphone avec un simple message, c'est fait. Fletcher me notait, conduit hors de sa maison. Ma maison. La maison où je l'avais élevé. Son visage était blanc, choqué, comme s'il ne pouvait pas croire que cela se produisait. Bridget hurlant sur les officiers, son visage parfait tordu de rage, ses cheveux parfaits tombant de son chignon parfait, sa vie parfaite s'effondrant autour de ses pieds parfaits. J'ai regardé les photos une fois, puis je les ai supprimées. Je n'avais pas besoin de les revoir. Je n'en voulais pas sur mon téléphone. Je ne voulais aucun rappel sauf celui qui comptait. Que j'avais fait ça. Que je les avais arrêtés. Que je m'étais défendu. L'audience préliminaire a eu lieu 3 mois plus tard, fin septembre. Les arbres commençaient à changer de couleur. Orange, rouge et or, un temps d'automne magnifique, le genre de journée qui semblait trop belle pour quelque chose comme ça. Je me suis assise au fond de la salle d'audience. J'ai porté des vêtements que j'avais achetés avec mon héritage. Une belle robe bleu marine, professionnelle, chère sans être tape à accent grave-l'œil, des chaussures confortables, des boucles d'oreilles en perles que mon mari m'avait offertes il y a 30 ans. Fletcher m'a vu au moment où il est entré. Nos regards se sont croisés à travers la salle d'audience, à travers tout cet espace, à travers tout ce qui s'était passé et ne pouvait être défait. Il avait l'air plus âgé, tellement plus âgé, comme s'il avait vieilli de 10 ans en 3 mois. Son visage était mince maintenant, hagard, des cernes sombres sous les yeux, un costume bon marché qui ne lui allait pas bien. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose. Mon nom, peut-être. Puis il a détourné le regard, a baissé les yeux vers le sol. Ce même sol qu'il fixait depuis 3 ans pendant que sa femme détruisait ma vie. Les accusations étaient graves. Exploitation financière d'une personne âgée, vol, fraude électronique pour les virements, vol d'identité pour la fausse déclaration de procuration. La procureure était jeune mais féroce. Elle a tout exposé comme une histoire, comme un roman policier,
comme quelque chose qui arrivait aux autres, sauf que ça m'était arrivé. L'avocat de Fletcher a essayé de soutenir que tout était un malentendu, que son client avait essayé d'aider sa mère vieillissante, qu'il y avait confusion, mauvaise communication, que Madame Whitmore était parfois oublieuse et avait peut-être mal compris la nature de leur arrangement. Puis Vincent s'est levé, s'est avancé, calme et professionnel, dans son costume cher. Il a présenté les emails, tous, chaque mot que Fletcher et Bridget avaient écrit sur moi, sur leur plan, sur leur moquerie, sur la facilité avec laquelle ils manipuleraient leur mère pathétique et désespérée. La salle d'audience est devenue silencieuse, complètement silencieuse. Même la sténographe judiciaire a cessé de taper un instant. J'ai regardé le visage de Fletcher, je l'ai vu s'effondrer comme du sable mouillé, je l'ai vu comprendre que tout était perdu, que tout le monde savait, qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir en parlant. Bridget a commencé à pleurer. De gros sanglots dramatiques. Son avocat a posé une main sur son bras, a essayé de la calmer, mais elle a continué à sangloter. A continué à dire « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Pas à moi. » Elle ne le disait pas à moi. Elle le disait à la salle, au juge, à quiconque pourrait lui accorder de la sympathie. Ils ont offert un accord à Fletcher. Après cette audience, plaider coupable pour réduire les charges, purger 2 ans, effectuer une restitution. C'était généreux compte tenu de ce qu'il avait fait. Compte tenu de ce qu'ils avaient prévu de faire. Il l'a accepté, a signé les papiers, et parti tranquillement. Bridget a eu 3 ans. Son avocat a essayé de soutenir qu'elle avait été manipulée, que Fletcher l'avait utilisée, mais les emails ont montré le contraire. Ont montré qu'elle avait été l'architecte, la planificatrice, celle qui poussait tout en avant. Votre honneur, a dit l'avocat de Bridget, ma cliente essayait simplement d'aider sa famille. Elle a fait de mauvais choix, oui, mais ses intentions. Le juge l'a interrompu. Une femme plus âgée avec des cheveux gris et des yeux vifs. J'ai lu les emails, maître. J'ai vu les preuves. Votre cliente a qualifié la victime de pathétique. A ri de la manipuler. A prévu de la mettre dans une maison de retraite contre sa volonté. Ce ne sont pas de mauvais choix. C'est de la cruauté. De la cruauté calculée et délibérée. 3 ans. Bridget a pleuré pendant toute la condamnation. Fletcher est resté assis là, à regarder ses mains. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien ressenti, sauf un calme étrange, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que je pouvais enfin respirer à nouveau. La maison a été saisie. J'aurais pu l'arrêter. J'aurais pu rembourser la 2e hypothèque. J'aurais pu la sauver, mais je ne l'ai pas fait. Cette maison était empoisonnée maintenant. Pleine de souvenirs qui faisaient trop mal pour être gardés. Pleine de 42 ans qui avaient été construits sur l'amour et s'étaient terminés par la trahison. Chaque pièce abritait des fantômes. Chaque coin chuchotait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je l'ai laissé partir. J'ai laissé la banque la prendre. J'ai laissé cela devenir le problème de quelqu'un d'autre. La maison de quelqu'un d'autre. J'ai acheté une nouvelle maison à la place. À 2 heures de route. Une ville différente, presque un état différent. Un endroit où personne ne connaissait mon histoire. Un endroit où je pouvais recommencer. Une maison plus petite. 3 chambres au lieu de 4. Mais c'était la mienne. Vraiment la mienne. L'acte de propriété ne portait que mon nom. L'hypothèque a été payée en espèces. Personne ne pouvait me la prendre, jamais. Je l'ai meublée exactement comme je le voulais. J'ai acheté les coussins que j'aimais. J'ai peint les murs avec les couleurs que j'ai choisies. J'ai accroché des photos de mon défunt mari dans chaque pièce. Son sourire, son rire, la façon dont il me regardait le jour de notre mariage. J'ai rejoint un nouveau club de lecture. On se réunissait le mardi soir à la bibliothèque. 6 femmes de mon âge. Nous lisions des romans policiers, des biographies et parfois de la poésie. Nous buvions du thé, mangions des biscuits et rions de choses sans importance. Personne ne m'a interrogé sur mon passé. Personne ne savait pour Fletcher, Bridget ou ce qu'ils avaient fait. J'étais juste Margot, la nouvelle femme qui avait emménagé dans la maison de la rue Maple, celle qui apportait toujours des brownies faits maison au club de lecture. Parfois, tard le soir, je pense à Fletcher quand il était petit. Je ne peux pas m'en empêcher. Les souvenirs viennent, que je le veuille ou non.
La façon dont il grimpait sur mes genoux quand il avait peur. Son petit corps chaud et lourd contre le mien. La façon dont il m'apportait des pissenlits du jardin comme si c'était des roses. Si fier. Si désireux de me donner quelque chose de beau. La façon dont il disait « Je t'aime, maman », chaque soir avant de se coucher. Doux, endormi et certain. Ce garçon a disparu. Peut-être n'a-t-il jamais vraiment existé. Peut-être que je me suis trompé tout ce temps, voyant ce que je voulais voir au lieu de ce qui était réellement là. Un fil dévoué au lieu d'un étranger calculateur. Un enfant aimant au lieu de quelqu'un qui attendait le bon moment pour tout prendre. Fletcher m'a écrit des lettres de prison. 3 le premier mois, puis une chaque semaine par la suite. Des enveloppes blanches simples avec l'adresse de retour de la prison estampillée dans le coin, son écriture sur le devant, mon nom et mon adresse dans l'impression soignée que je lui avais apprise quand il avait 6 ans. Je les ai brûlées. Toutes, sans exception, je ne les ai pas lues, je ne les ai pas ouvertes, je les ai juste jetées directement dans la cheminée et je les ai regardées se recroqueviller, noircir et disparaître. La mère de Bridget m'a appelé une fois, 2 mois après la condamnation. Elle pleurait, suppliait, disait que sa fille avait fait des erreurs mais ne méritait pas ça, disait que je devrais faire preuve de pitié, disait que je devrais me souvenir que nous étions de la famille. J'ai raccroché, je n'ai pas dit un mot, j'ai juste appuyé sur le bouton et mis fin à l'appel, elle a rappelé 2 fois de plus. J'ai bloqué le numéro. Je ne leur devais rien. Ni pardon, ni pitié, ni même reconnaissance. Ils avaient essayé de m'effacer, essayé de me faire disparaître dans la pauvreté et l'impuissance, essayé de prendre tout ce que j'avais et de me laisser avec rien. Au lieu de ça, je les ai effacés. J'ai 74 ans maintenant. 1 an de plus que lorsque Bridget m'a dit d'aller dans ma chambre. 1 an de plus que lorsque Fletcher a détourné le regard. J'ai ma maison. Ma vraie maison. Celle que personne ne peut prendre. J'ai mon argent. Pas tout. Une partie est allée aux avocats, aux enquêteurs et aux frais, mais la plupart. Assez pour le reste de ma vie. Assez pour ne plus jamais m'inquiéter. J'ai mon indépendance, ma liberté, ma dignité. J'ai le club de lecture le mardi soir. J'ai des promenades matinales dans le quartier. J'ai des rendez-vous café avec des femmes qui ne me voient pas comme un fardeau, qui rient de mes blagues, qui se souviennent de mon anniversaire. J'ai la paix. La vraie paix. Celle qui vient du fait de savoir que vous vous êtes défendu. Celle qui vient du fait de savoir que vous ne les avez pas laissés gagner. Et Fletcher a 2 ans dans une cellule pour réfléchir à ce qu'il a fait. Pour réfléchir à la mère qu'il a rejetée pour de l'argent qu'il n'a même jamais eu. Pour réfléchir à la façon dont la cupidité l'a dévoré vivant et l'a laissé sans rien. Parfois, je me demande s'il comprend encore. S'il a compris, s'il est allongé sur sa couchette de prison la nuit et réalise ce qu'il a perdu, pas la maison, pas l'argent. Rien de tout ça. Il a perdu sa mère. La pire punition n'était pas la peine de prison, n'était pas le casier judiciaire, n'était pas la réputation détruite, le travail perdu ou la maison saisie. La pire punition, c'est que j'ai cessé d'être sa mère. Je l'ai effacé de ma vie aussi complètement qu'il a essayé de m'effacer de la sienne. Il est orphelin maintenant. L'est depuis le jour où j'ai passé cet appel. Depuis le jour où j'ai décidé de me battre au lieu de disparaître. Et c'était son choix, sa cupidité, son fait, pas le mien. Je suis enfin libre.